Une nouvelle de dernière minute vient d'émerger d'Ouagadougou et a secoué le monde. Le président burkinabé Ibrahim Traoré a pris ce matin une décision historique qui a ébranlé les fondements du système financier mondial. Les événements survenus au palais du gouvernement dans la capitale ont provoqué des répercussions majeures dans les cercles économiques internationaux. Une réunion extraordinaire du cabinet, débutée à 9 h, heure locale, a été brusquement interrompue par des développements inattendus. La décision de Traoré marque une étape cruciale, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du continent africain. Sa démarche audacieuse remet en question les activités des institutions financières internationales sur le continent. Tout a commencé la semaine dernière avec la mise en place d'une commission spéciale d'audit au sein du ministère des Finances. Cette équipe de jeunes technocrates a réexaminé les accords passés entre le Burkina Faso et la Banque mondiale. Les résultats de leurs investigations ont révélé une réalité alarmante. Le Burkina Faso aurait payé 15 fois le montant initial de ses prêts, uniquement en intérêts, depuis 1960. Pire encore, la majorité de ces fonds auraient été alloués à des projets fictifs, routes, hôpitaux, écoles, qui n'ont jamais vu le jour. Malgré cela, les remboursements continuaient et les intérêts s'accumulaient. Des documents secrets, dévoilés par des experts financiers, ont mis au jour des protocoles d'accords signés dans l'ombre entre des représentants de la Banque mondiale et d'anciens dirigeants burkinabés. Parmi les découvertes les plus choquantes, un protocole de 2019 promettant 40% des réserves d'or nationales en garantie, tenu secret du Parlement et du peuple. Le professeur Amadou Sawadogo, président de la commission d'audit, a déclaré « Le peuple burkinabé est victime d'une exploitation économique systématique depuis un demi-siècle. Les preuves démontrent qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais d'un mécanisme de pillage planifié. » Lorsque ces révélations sont parvenues sur le bureau du président Traoré, sa réaction a été immédiate et ferme. Il a convoqué James Morrison, directeur régional de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest, au palais présidentiel. Morrison, arrivé en début d'après-midi, a été accueilli sous haute sécurité. La rencontre, tendue, est devenue historique. Traoré, debout, a posé les documents sur la table. « Monsieur Morrison, voici les preuves du vol de mon pays depuis 50 ans, projet fictif, prêts fantômes, intérêts exorbitants. La dette apparente est de 4 milliards de dollars, mais vous avez déjà perçu 23 milliards. Expliquez-moi cette logique. » Lorsque Morrison tenta une défense, Traoré l'interrompit sèchement, « Ne me parlez pas de procédure. Ceci est du pillage organisé, et cela s'arrête aujourd'hui. Vous avez 24 heures pour annuler la dette et restituer les fonds, sinon vous serez poursuivi pour crimes de guerre économique. » La demande d'immunité diplomatique de Morrison a été rejetée par Traoré. Ceux qui commettent un génocide économique ne peuvent bénéficier d'aucune immunité. Après la réunion, le président s'est adressé à la presse dans les jardins du palais, entouré du drapeau national et du portrait de Thomas Sankara. Chers frères burkinabés et peuples africains, aujourd'hui, nous dénonçons 50 ans de mensonges. L'exploitation de l'Afrique par la Banque mondiale prend fin. Notre richesse nous appartient. Les documents montrés aux caméras, incluant des contrats secrets, reçus de commissions et relevés bancaires, ont provoqué une onde de choc. Immédiatement, des manifestations ont éclaté à Ouagadougou. Des milliers de citoyens se sont rassemblés devant le siège de la Banque mondiale, brandissant des pancartes et scandant « Rendez-nous notre argent ». Le soutien populaire a déferlé sur les réseaux sociaux via le hashtag #TaveWorldBank, relayé à travers toute l'Afrique. Des dirigeants comme Assimi Goïta, Mali, Abdulrahman Chiani, Niger, et Mamadi Doumbouya, Guinée, ont exprimé leur soutien. Même Yoweri Museveni, Ouganda, a salué Traoré, ce qu'il a fait, nous aurions dû le faire depuis 50 ans. À Washington, la Banque mondiale convoqua une réunion de crise. Le président Ajay Banga exprima son inquiétude face à une possible contagion à d'autres pays africains. Le FMI appela à la modération, mais fut accusé de panique néocoloniale. La France tenta d'envoyer une délégation, que Traoré refusa de recevoir. Dans l'après-midi, Morrison tenta de fuir discrètement le pays. Il fut arrêté à l'aéroport par les services de sécurité. Son passeport fut confisqué. La Chine réagit rapidement, proposant des prêts sans intérêt et affirmant le droit des pays africains à la souveraineté économique. La Russie qualifia les pratiques de la Banque mondiale de « néocolonialisme ».
Une fuite massive de documents confidentiels éclata sur les réseaux sociaux, révélant un plan intitulé « Stratégie pour maintenir les pays pauvres dans l'endettement permanent ». Des preuves de pots de vin, de manipulation médiatique et de silence imposé à l'opposition furent rendues publiques. À minuit, les bureaux de la Banque mondiale à Ouagadougou furent scellés. Les documents saisis furent remis au parquet. L'Union africaine convoqua une réunion d'urgence. 41 pays sur 53 votèrent en faveur de Traoré. Une commission fut créée pour réévaluer les liens avec la Banque mondiale. À l'aube, Traoré convoqua Morrison pour une réponse. Devant les caméras du monde entier, Morrison annonça une restructuration de la dette avec une réduction de 50%. Traoré refusa catégoriquement « Je ne veux pas de restructuration. Je veux l'annulation. Je veux les 23 milliards volés. » Morrison protesta, mais Traoré ordonna son arrestation. Pour la première fois de l'histoire, un directeur régional de la Banque mondiale fut menotté. Ceux qui commettent un génocide n'ont aucune immunité, lança Traoré. Morrison et son équipe furent transférés à la prison centrale. La panique gagna les marchés financiers. Les actions de la Banque mondiale chutèrent de 12%. Les banques occidentales opérant en Afrique passèrent en alerte maximale. À midi, devant 100 000 personnes réunies sur la place Thomas Sankara, Traoré déclara « Aujourd'hui, nous proclamons notre véritable indépendance. Notre richesse est à nous. » Le peuple applaudit, des danses traditionnelles furent exécutées, des prières furent faites. Ce jour-là, l'histoire de l'Afrique changea. Un effet domino s'amorça dans tout le continent. Le geste de Traoré fit vaciller le système. Il était désormais un héros, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour tous les peuples opprimés du monde. Au lendemain de cette arrestation sans précédent, une onde de choc a balayé les capitales occidentales. À Bruxelles, Washington, Londres et Paris, les réunions d'urgence se sont multipliées. Le G7 a tenu une vidéoconférence d'urgence pour évaluer la situation au Burkina Faso. Mais la réalité était crue, le monde venait d'assister à un soulèvement pacifique contre un système de dette perpétuelle. À Ouagadougou, l'aube d'un nouveau jour se levait sur une nation transformée. Dans les rues, les jeunes peignaient les murs de fresques représentant Traoré tenant une balance de justice, les chaînes brisées à ses pieds. Un mouvement de masse, baptisé Nouvelle décolonisation, est né spontanément. Les écoles, les universités, les places publiques sont devenues des lieux de débat, de conscience politique et d'élan panafricaniste. Au palais présidentiel, Traoré convoqua un sommet inédit. Il invita tous les chefs d'État africains prêts à rompre avec les modèles financiers néocoloniaux. Le sommet fut baptisé « Addis Abeba II pour une Afrique souveraine ». Des leaders comme Goïta, Chiani, Doumbouya, et même de jeunes députés de Tanzanie et du Kenya y participèrent. L'objectif était clair, créer une banque panafricaine de développement, avec des financements internes, des taux à zéro intérêt, et un objectif unique, servir les peuples, pas les marchés. Pendant ce temps, l'ancien directeur de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest, James Morrison, comparut devant un tribunal populaire panafricain, retransmis en direct dans 22 langues à travers le continent. Des victimes économiques, paysans, enseignants, retraités vinrent témoigner. Chacun racontait comment des dettes absurdes avaient tué leurs rêves et englouti leur avenir. Les jours suivants, les ambassades occidentales à Ouagadougou furent encerclées par des manifestants pacifiques. Les slogans étaient clairs, rendez l'or, annulez la dette, l'Afrique n'est pas à vendre. Le mouvement gagna l'Éthiopie, le Zimbabwe, le Sénégal. En Afrique du Sud, une grève générale appela à la fermeture des succursales de la Banque mondiale. Face à cette mobilisation, les grands médias occidentaux commencèrent à reculer. Le New York Times titra « La vérité sur la dette africaine, ce que Traoré a révélé ». Le Guardian écrivit « Une révolution post-coloniale est en marche ». À l'ONU, une résolution d'urgence portée par 29 pays africains demanda la reconnaissance des dettes odieuses contractées sous la corruption et la contrainte comme illégitimes et annulables. La Chine et la Russie soutinrent. Les États-Unis s'abstinrent. La France vota contre, mais le vent tournait. À midi, une image fit le tour du monde. Ibrahim Traoré, debout sur le balcon du palais présidentiel, brandissait un livre,
la copie originale du protocole secret de 2019 promettant 40% des réserves d'or du pays à la Banque mondiale. Il déclara: « Nous n'avons pas besoin de leur chaîne dorée. Nous avons besoin de justice. » Le temps du silence est révolu. Et dans les rues, du Burkina Faso au Cap, de Nairobi à Bamako, un seul cri s'élevait. L'Afrique se lève. Le 22 mars, à Addis Abeba, sous haute sécurité et une couverture médiatique inédite, s'ouvrit le sommet historique Addis Abeba II. Les délégations de 41 pays africains y prirent part, certains venus malgré de fortes pressions diplomatiques. En ouverture, Ibrahim Traoré monta sur scène, drapé non pas dans un costume de chef d'État, mais dans une tunique traditionnelle tissée par une coopérative de femmes burkinabè. Il déclara devant un parterre muet. L'histoire ne s'écrit pas à la plume des puissants. Elle se grave dans les veines des peuples éveillés. Des tonnerres d'applaudissements suivirent. Puis il dévoila un projet inédit, la création d'un fonds souverain africain, alimenté par les richesses naturelles de chaque pays, mais géré de manière collective, transparente et populaire. Le slogan du sommet s'imposa. Un continent, un destin, une dignité. Le Nigeria proposa d'y transférer 10% de ses revenus pétroliers. Le Mali offrit l'or. Le Kenya, ses technologies agricoles. L'Algérie, son gaz. L'Afrique, pour la première fois depuis des siècles, parlait d'une seule voix. Mais à Washington, l'inquiétude vira à la panique. Un mémo interne du département d'État fuita dans la presse. On pouvait y lire. Si ce modèle se propage, l'influence américaine en Afrique sera réduite à néant. Les représailles ne tardèrent pas. Des sanctions économiques ciblées tombèrent sur le Burkina Faso et ses alliés. Des transactions bancaires furent bloquées. Des entreprises multinationales suspendirent leurs activités. Mais les peuples, désormais conscients, ne cédèrent pas. Dans les rues d'Abidjan, de Dakar, de Goma et de Lusaka, des manifestations massives éclatèrent, toutes pacifiques. Les mots d'ordre étaient désormais traduits dans toutes les langues. Plus jamais esclaves, pas de développement sans souveraineté, l'or aux enfants de l'Afrique. Des artistes, des cinéastes, des poètes s'en emparèrent. Un film documentaire sur la dette, l'arme invisible gagna la Palme d'Or à Cannes. Des figures du monde noir, du Brésil à Haïti, vinrent prêter main forte. L'union noire devenait réalité, pas seulement géographique, mais spirituelle et politique. Puis, dans un moment de bascule, le secrétaire général de l'ONU, sous pression de 78 États membres, annonça la création d'un tribunal international des crimes économiques contre l'Afrique. Une première. Les anciens gouverneurs de la Banque mondiale pour l'Afrique, des ex-présidents africains corrompus et même des PDG de groupes miniers furent convoqués. Les peuples, qui autrefois n'avaient ni voix ni visage, allaient enfin juger. Et pendant ce temps, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçut une lettre. Elle était courte, manuscrite, signée par une femme âgée de 82 ans à Soweto. Elle disait: « Mon fils, on a rêvé de cette Afrique-là depuis que Mandela était en prison. Tu n'as pas réveillé un pays, tu as réveillé un continent. Va jusqu'au bout. » Traoré la lut, les yeux embués. Puis il regarda vers le nord, vers l'avenir, et dit calmement à ses conseillers: « Ce n'est que le début. » Le 5 avril, dans une salle austère de La Haye, s'ouvrit officiellement le Tribunal international des crimes économiques contre l'Afrique, TICA. C'était une première dans l'histoire moderne. Les caméras du monde entier étaient braquées sur un pupitre gravé en bois d'ébène, devant lequel se tenait une juge originaire du Botswana, un ancien ministre des Finances du Ghana et une avocate congolaise rescapée des guerres minières. Le premier à comparaître fut Karl Neumann, ex-directeur Afrique d'un conglomérat minier européen. Face à lui, une salle comble. Il tenta de plaider l'ignorance, mais les preuves étaient accablantes: contrats truqués, appauvrissement planifié, complicité dans l'effondrement des systèmes de santé. Puis vint le tour d'un ancien président africain déchu, escorté par la sécurité. Le public retint son souffle. Il s'appelait Moussa Diallo, et sous son régime, son pays avait cédé plus de 60% de ses ressources hydriques à une société suisse pour 20 ans. À la barre, une jeune fille de 17 ans, Aminata, témoigna. « Je viens d'un village où l'eau ne coule plus. Mais on voit encore les camions-citernes marqués « exportation ».
Silence de plomb. Larmes. Puis tonnerre d'applaudissements. Mais pendant que le tribunal faisait trembler les piliers invisibles du néocolonialisme, dans l'ombre, d'autres forces s'agitaient. Des services de renseignement occidentaux, déstabilisés par l'effet domino africain, activèrent un plan nommé Opération Anubis. Objectif, neutraliser symboliquement Ibrahim Traoré, briser l'élan. Pas par balle. Par discrédit. Une fausse vidéo fut diffusée, prétendant montrer Traoré recevant des fonds occultes. Mais l'équipe numérique du Burkina Faso avait tout prévu. En moins de 48 h, l'enregistrement fut démonté par les hackers du collectif Ubuntu Leaks, révélant que le montage venait d'un bureau situé à Langley, en Virginie. Le scandale se retourna contre ses auteurs. Et une vérité plus grande surgit, le système avait peur. Alors, face à ces attaques, l'Union africaine convoqua un congrès exceptionnel. Cette fois, ce n'étaient plus des chefs d'État qui allaient écrire l'avenir. Ce furent les peuples eux-mêmes. Chaque pays envoya 100 citoyens tirés au sort, étudiants, agriculteurs, artistes, ouvriers, soldats démobilisés, anciens combattants, jeunes chômeurs, sages-femmes. Ils rédigèrent ensemble un texte inédit. La charte de Kigali, un document fondamental de 72 articles affirmant l'inaliénabilité des ressources africaines, le droit des peuples à l'audit des dettes, l'interdiction de tout contrat économique signé sans consultation citoyenne, la création d'une cour populaire africaine du futur, où chaque génération pourrait juger la précédente. Lorsque Traoré reçut le premier exemplaire de la charte, il la leva bien haut. Et devant des millions de téléspectateurs, il prononça ces mots. Aujourd'hui, ce n'est pas moi que vous regardez. C'est vous-même, dans ce que vous avez de plus libre. Ce n'est pas une révolution militaire. C'est une révolution morale. À l'extérieur, des foules entières, de Casablanca à Antananarivo, brandissaient des pancartes. L'Afrique a cessé de demander. Elle commence à exiger. Ils ont les armes. Nous avons le nombre, la mémoire, et la vérité. Le Kobo. Une pièce gravée d'un baobab et d'un enfant marchant vers le soleil. Une devise unique. Pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Le 27 juillet, à Addis Abeba, 41 chefs d'État africains signèrent ensemble l'acte de naissance de la monnaie panafricaine. Mais ce ne fut pas un sommet traditionnel. Les présidents ne portaient pas de costume-cravate. Certains étaient en boubou, d'autres en uniforme traditionnel, certains même pieds nus, en hommage aux ouvriers, aux ancêtres, aux dépossédés. Ibrahim Traoré refusa d'être le premier signataire. Je suis un maillon, pas un sommet. L'Afrique n'a plus besoin de héros, elle a besoin de chaînes solidaires. Le premier à signer fut alors un ancien mineur du Katanga, analphabète, âgé de 83 ans, survivant de la répression de 1964. Puis vint une survivante des bateaux de migrants, un médecin du Soudan du Sud, une agricultrice éthiopienne. La signature fut transmise en direct dans 61 pays, traduite en 18 langues africaines. Des larmes coulèrent à Dakar, Kampala, Bamako. Une vieille dame au Togo murmura. Depuis Nkrumah, je n'avais plus espéré. Mais aujourd'hui, mon cœur respire. Mais l'histoire n'avance jamais sans résistance. Au même moment, dans les coulisses de la Banque mondiale, un rapport confidentiel évoquait le risque d'effondrement du dollar dans certaines zones africaines. Wall Street paniqua. Des fonds spéculatifs déclenchèrent une vague d'attaques économiques. Les médias occidentaux, orchestrés, parlèrent de dérives populistes, de folie monétaire, de risques terroristes. Et pourtant, les données disaient l'inverse. En 6 mois, le kobo était plus stable que le franc CFA. L'agriculture locale explosait. Le taux de scolarisation avait augmenté de 9% dans 5 pays. Le 4 août, la jeunesse africaine sortit en masse. Pas pour demander, mais pour célébrer. Une génération qui n'avait jamais vu de victoire tangible, dansa, chanta, scanda. On nous a dit que nos rêves étaient dangereux. Ils avaient raison. Pendant ce temps, en Europe, des intellectuels progressistes, des anciens dissidents et même des diplomates en désaccord commencèrent à parler publiquement. Et si l'Afrique n'était pas en train de se couper du monde ?
Et si elle était en train de le réveiller? Et à Ouagadougou, dans une école rebâtie avec les fonds récupérés des anciens contrats miniers, un jeune garçon leva la main après un cours sur l'histoire de l'Afrique. Il demanda: Madame, est-ce qu'un jour, c'est nous qui allons prêter de l'argent à l'Europe? La professeure sourit. Elle répondit: Un jour peut-être. Mais ce qui compte, c'est que ce jour-là, nous ne ferons pas comme eux. Le 10 août, une rumeur s'enflamma sur les réseaux. Un convoi militaire étranger aurait franchi la frontière du Niger. La peur fut brève. Mais la réponse, foudroyante. En moins de 6 heures, 17 pays africains activèrent pour la première fois un protocole de défense mutuelle, conçu dans le secret. Le message était clair. Tirez sur l'un de nous, et c'est l'Afrique entière qui se relèvera. Mais aucun tir ne fut échangé. Les colonnes blindées firent demi-tour. Le général à leur tête déclara plus tard à CNN, anonymement: Ils n'avaient pas peur. C'était nous, les intrus. Pendant ce temps, un autre front s'ouvrait, moins visible, plus insidieux. Dans les couloirs du Parlement européen, une résolution d'urgence fut déposée pour geler les avoirs des États signataires du COBO. Mais, à la stupéfaction des chancelleries, elle échoua de 2 voix. 2 eurodéputés, un Espagnol issu d'une coopérative andalouse et une franco-camerounaise, prirent la parole, ensemble. Si le projet panafricain s'effondre, ce n'est pas l'Afrique seule qui perdra. C'est notre humanité collective. À Johannesburg, à Dakar, à Lusaka, les écoles introduisirent une nouvelle matière obligatoire. Histoire de la souveraineté africaine. Des manuels furent imprimés localement, sans intermédiaire. La couverture montrait une vieille femme brandissant une calebasse pleine d'eau, et dessous: La révolution n'a pas besoin d'armes. Juste de mémoire et d'amour. Et dans le nord du Burkina Faso, dans un village reculé où l'électricité venait à peine d'arriver, une grand-mère alluma la radio. Elle appela ses petits-enfants. La voix du journaliste disait: Le kobo vient d'être officiellement accepté comme monnaie de réserve par 3 pays d'Amérique du Sud. Les enfants demandèrent: C'est loin, l'Amérique du Sud? Elle sourit. Plus maintenant. Enfin, le 31 décembre, alors que le monde entier fêtait la nouvelle année, un événement passa presque inaperçu. Dans une petite maison de bois, en bordure de Waïgouya, Ibrahim Traoré refusa un second mandat. Il écrivit une simple lettre, retransmise à minuit, dans un calme total. Je ne suis pas l'avenir. Vous l'êtes. Mon devoir était de montrer que c'était possible. Le vôtre est d'en faire une norme. L'Afrique ne cherche plus un homme providentiel. Elle devient elle-même sa propre promesse. Le 7 janvier, au cœur de Nairobi, une réunion confidentielle se tient dans un hôtel discret. Présents, d'anciens ministres, des hommes d'affaires déchus, des officiers frustrés par la réforme. Leur objectif, déstabiliser de l'intérieur ce qu'ils appellent le mythe Kobo. Un ancien président déchu déclare: On ne détruit pas un arbre en criant dessus. On l'empoisonne à la racine. Il parle de presse achetée, de faux scandales, de sabotage numérique. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un jeune serveur dans la pièce a tout enregistré. Il s'appelle Jamari, 22 ans, et il transmet l'audio le soir même à une plateforme indépendante. Le lendemain, le fichier fait le tour du continent. Pendant ce temps, à Cotonou, une nouvelle émission fait exploser les audiences. Les veilleurs du continent. Chaque soir, des jeunes journalistes de 20 pays y décryptent les manipulations, racontent les victoires locales, les trahisons, les espoirs. Pas de costume. Pas de prompteur. Pas de filtre. L'épisode du 10 janvier est historique. Une jeune femme touareg y lit à voix haute un extrait du manifeste Kobo. Nous avons été divisés par la langue, le blason, la frontière. Aujourd'hui, nous nous réunissons par le rêve. Mais tout n'est pas stable. Le 15 janvier, un attentat est déjoué à Bamako contre une imprimerie nationale de billets Kobo. L'auteur, un ancien cadre bancaire international. Il est arrêté, jugé en 24 heures, et condamné à enseigner pendant 10 ans dans un lycée de la périphérie, sous surveillance. Ce choix fait débat. Certains veulent des sanctions plus fermes. D'autres saluent cette justice réparatrice.
À Washington, un conseiller stratégique murmure lors d'un point press-off. On a sous-estimé l'Afrique. Ils ne sont pas seulement en train de se relever. Ils sont en train de nous dépasser, dans l'imagination. Et pourtant, au cœur du Ghana, un nouveau personnage émerge. Elle s'appelle Ama Kwabna, 38 ans, économiste et poétesse. Ancienne réfugiée, aujourd'hui ministre de l'Éducation. C'est elle que plusieurs mouvements populaires désignent comme potentielle secrétaire générale de l'Union Kobo. Lors d'un discours dans une université, elle lance: si nous voulons construire un monde décolonisé, nous devons aussi décoloniser notre manière d'aimer, d'éduquer, de gouverner. Pas seulement nos devises. Dans les rues d'Accra, une fillette tient une pancarte. Ma monnaie est libre. Et moi aussi. Malgré son jeune âge, le courage et la détermination dont il a fait preuve ont inspiré des millions de personnes. L'ordre mondial était désormais en train de changer. Et l'un des pionniers de ce changement fut Ibrahim Traoré. On attend avec impatience la suite des événements. La Banque mondiale va-t-elle reculer ou Traoré va-t-il prendre des mesures encore plus dures? Morrison sera-t-il vraiment jugé? D'autres pays africains prendront-ils des mesures similaires? Les réponses à toutes ces questions deviendront claires dans les prochains jours. Les déplacements de pouvoir ont également entraîné des changements dans les équilibres de pouvoir mondiaux. Les pays BRIC ont rapidement fait des déclarations en faveur du Burkina Faso. Le Premier ministre indien Modi a déclaré: nous soutenons la lutte légitime de l'Afrique. Le dirigeant brésilien Lula da Silva a appelé à une lutte commune contre l'impérialisme. Le président sud-africain Ramaphosa a invité Traoré à Pretoria. Des voix dissidentes ont également commencé à s'élever au sein de l'Union européenne. Les députés espagnols et portugais ont déclaré que les politiques de la Banque mondiale à l'égard de l'Afrique devraient être remises en question. Un groupe de sénateurs italiens a envoyé une lettre de soutien à Traoré. En Allemagne, le parti Die Linke a annoncé: nous soutenons les revendications légitimes de l'Afrique. Au Burkina Faso, les gens vivaient dans une ambiance de fête. Les élèves des écoles dessinaient des images de Traoré. Les vendeurs sur les marchés criaient: nous avons expulsé la Banque mondiale. Des prières spéciales ont eu lieu dans les mosquées et les églises. Les personnes âgées disaient: nous n'avons pas vu un tel leader depuis Thomas Sankara. Les images de l'arrestation de Morrison étaient dignes de films hollywoodiens. Le choc sur son visage alors qu'il était placé dans le véhicule pénitentiaire avec les mains menottées se reflétait sur tous les objectifs. Bien que les médias occidentaux évitent de diffuser ces images, elles ont été partagées des millions de fois sur les réseaux sociaux. La jeunesse africaine a commenté: l'histoire est en train de s'écrire. Le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro a fait une démarche surprise en offrant au Burkina Faso des réductions sur les produits pétroliers. Il a déclaré que la révolution bolivarienne résonnait également en Afrique. Le dirigeant cubain Díaz-Canel a promis d'envoyer des médecins et des enseignants. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'accès à la résistance contre l'impérialisme s'élargit. Une grande inquiétude a également commencé à se faire sentir parmi les employés de la Banque mondiale. Des centaines d'experts en mission en Afrique ont commencé à renvoyer leurs familles dans leur pays. Le bureau de la Banque mondiale au Kenya a renforcé les mesures de sécurité. Le personnel au Nigeria a commencé à utiliser ses congés. Le centre régional en Éthiopie a suspendu ses activités. L'atmosphère de panique persiste à Wall Street. Les fonds investissant en Afrique ont subi des pertes importantes. Les fluctuations se sont accrues sur les marchés des matières premières. Les prix de l'or ont atteint des niveaux records. Les experts ont commencé à utiliser un nouveau terme appelé « l'effet Traoré ». Les services de renseignement du Burkina Faso ont extrait des documents encore plus accablants de l'ordinateur de Morrison. 10 années de correspondance ont montré comment les dirigeants africains ont été achetés. Des détails sur des plans de coup d'État, des listes d'assassinats et des opérations obscures ont émergé. PRA a décidé d'envoyer ces documents à la Cour internationale de justice. La diaspora africaine vivant en France a organisé de grandes manifestations. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé en soutien à Traoré à Paris. À Lyon, des étudiants burkinabés ont veillé devant le consulat. Des célébrations ont eu lieu dans les quartiers africains de Marseille. Même au Congrès américain, des voix se sont élevées en faveur de Trudeau.
Alexandria Ocasio-Cortez, de l'aile progressiste du Parti démocrate, a déclaré que la Banque mondiale devait être réformée. Bernie Sanders a déclaré « Je comprends la lutte légitime des peuples africains ». Le républicain Rand Paul a affirmé que l'aide étrangère devrait être remise en question. Des déclarations notables sont également venues de Turquie. Bien que les autorités officielles aient fait des déclarations équilibrées, un large soutien s'est manifesté au sein de l'opinion publique. Les utilisateurs turcs des réseaux sociaux ont couvert Trudeau d'éloges. Des discussions ont commencé sur le fait que la Turquie, qui a des liens historiques avec l'Afrique, devrait jouer un rôle plus actif dans cet événement. Des pays asiatiques comme le Japon et la Corée du Sud ont gardé le silence. Cependant, les experts africains de ces pays ont déclaré que Traore avait raison. Le professeur Yamamoto de l'Université de Tokyo a commenté « La renaissance de l'Afrique commence ». Le docteur Hakim Park de Séoul a déclaré que cela pourrait être le signe avant-coureur d'un nouvel ordre mondial. L'armée burkinabé vivait une atmosphère de victoire totale. Les soldats ont montré qu'ils étaient unis derrière Traore. Les généraux ont annoncé « Nous sommes fiers de notre jeune chef ». Les pilotes ont effectué des vols victorieux dans le ciel. Le peuple a embrassé l'armée. Mais une chose est sûre, l'Afrique ne sera plus la même. De nouveaux leaders émergeront en suivant le chemin ouvert par Traore. Le système d'exploitation sera détruit. Les peuples africains atteindront la prospérité qu'ils méritent. Et le pionnier de cette initiative restera dans l'histoire comme le courageux leader Ibrahim. Les défis restent immenses, car le changement suscite aussi des résistances. Les forces conservatrices à l'intérieur et à l'extérieur du continent cherchent à freiner cette dynamique nouvelle. Mais l'élan populaire est puissant. Partout en Afrique, les citoyens redécouvrent la force de leur voix et la volonté de reprendre leur destin en main. Les mouvements de jeunesse se multiplient, s'organisent et réclament des réformes profondes dans tous les secteurs, éducation, santé, gouvernance, économie. Les leaders émergents se nourrissent des luttes passées tout en inventant des solutions innovantes, adaptées aux réalités actuelles. Sur le plan international, les alliances traditionnelles se réinterrogent. Certains pays cherchent à coopérer autrement, dans un esprit de respect mutuel et de partenariat équitable. Les nouvelles puissances africaines se positionnent désormais comme des acteurs majeurs sur la scène mondiale, capables de peser dans les décisions économiques et politiques. L'histoire retiendra cette période comme un tournant. Un moment où l'Afrique, portée par des figures comme Ibrahim Traoré, a levé la tête pour écrire une nouvelle page de sa destinée. Une page faite de dignité retrouvée, d'émancipation collective, et d'espoir pour des générations à venir. La route sera longue, semée d'embûches, mais la détermination ne faiblira pas. Car ce qui a été amorcé ici résonne bien au-delà des frontières, inspirant des peuples partout dans le monde à lutter pour justice et liberté. Parallèlement, les efforts pour reconstruire et réformer les institutions africaines se multiplient. Les gouvernements locaux, soutenus par la société civile, lancent des programmes visant à renforcer la transparence, combattre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance. Ces initiatives sont essentielles pour consolider les acquis et éviter que le pouvoir ne retombe entre de mauvaises mains. Le secteur économique connaît également un regain d'optimisme. De nombreux entrepreneurs africains voient dans ce nouvel élan une opportunité unique pour développer des industries locales, stimuler l'innovation technologique et valoriser les ressources naturelles au bénéfice des populations. Les investissements étrangers commencent à se réorienter vers des partenariats plus équitables, favorisant le développement durable. Sur le plan culturel, cette période est marquée par un véritable renouveau identitaire. Les arts, la musique, la littérature et le cinéma africain connaissent une effervescence remarquable, reflétant les espoirs, les luttes et la fierté retrouvée des peuples. Cette renaissance culturelle contribue à renforcer la cohésion sociale et à diffuser à l'international une image positive et authentique du continent. Enfin, le rôle des femmes et des jeunes est plus que jamais central dans cette transformation. Leur engagement, leur créativité et leur détermination sont le moteur d'un changement durable. Des initiatives d'autonomisation, d'éducation et d'accès à l'emploi se multiplient, offrant à ces groupes clés les moyens de façonner l'avenir. Ainsi, l'Afrique entre dans une nouvelle ère. Une ère d'espoir, de résilience et de puissance retrouvée. Grâce à des leaders visionnaires comme Ibrahim Traoré, ce continent ancestral,
riche de sa diversité et de son histoire, se prépare à jouer pleinement son rôle sur la scène mondiale, au service de la justice, de la paix et de la prospérité pour tous.